Salut à tous, bonsoir. Eh, une star ce soir. Pas moi, hein. Je parle de mon avion. Le Condor. C'est pour une fois qu'il y a un avion intéressant. Espèce de petit salopard, toi. Je vais te trouver. En plus de me spammer sur Twitter, tu viens chouiner en live. Tu devrais avoir honte. Non, un bel avion ce soir. Le Condor. Peut-être pas très connu, le Condor. Mais on va pouvoir... voilà. On va pouvoir en causer. Parce que c'est une belle machine. Une superbe machine qui s'est retrouvée utilisée dans un rôle qui n'était absolument pas prévu à la base pour être son rôle initial. Et c'est vrai que l'avion a été pendant quelques temps le cauchemar des marins alliés dans l'Atlantique. Et puis a disparu. Et a continué à voler de façon méconnue jusque dans les années 50, dans des coins un peu paumés. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Condor, le Focke-Wulf 200 Condor, est un avion d'avant-guerre. Il a été designé entièrement comme un airliner. C'est le meilleur airliner de sa génération. Il n'y a même pas de négociation possible. C'est une superbe machine qui va battre des records. Et il arrive... On aurait pu l'imaginer des centaines de Condors volant aux quatre coins du monde. La Seconde Guerre mondiale va en décider autrement. Et il va se trouver une nouvelle carrière. Au lieu d'être un airliner, il va se transformer en un superbe bombardier de reconnaissance lointaine. Et il va se retrouver au service de la Kriegsmarine et des U-boats. Et cet avion va se tailler une solide réputation d'avion superbement efficace. Bruno Le Vert de Bercy. Va falloir remettre ton pseudo à jour là, hein. Ministre démissionnaire, va falloir mettre Bruno Le Vert Suisse, ou quelque chose comme ça, non? Il est très très moderne. Il a été designé comme un airliner très moderne, tout métal. C'est un très très bel avion en termes de design. On va reparler un petit peu de tout ça. C'est normal, c'est de C-47. Ils sont de la même génération. Il est... Mais c'est un... Tu sais que le C-47, c'est un DC-3 militarisé. Mais là, c'est des airliners. Le DC-3 et le C-47, d'ailleurs des C-47 après-guerre seront reconvertis en DC-3, ce sont des airliners. C'est fait pour faire du transport de passagers dans le monde civil, et c'est des avions, en termes de design, sauf que le Focke-Wulf 200 est un quadrimoteur. Voilà. J'y travaille, j'hésite entre Berne et Davos. Bah écoute, vu ton superbe bilan en France, t'auras aucun problème à trouver du travail, Bruno. Ou alors, une reconversion littéraire. Les best-sellers avec Oscar et le renflement brun, je lis ça tous les jours, moi. Ma bibliothèque est pleine des chefs-d'œuvre de Bruno Le Maire. Hein. Je vous invite à acheter ça. Donc ouais, on va parler un petit peu de d'où vient cet avion, qui a eu un parcours extrêmement atypique, et qui a vraiment un parcours atypique. Il faut redescendre en 1937. Donc c'est un avion qui date d'avant-guerre, on l'oublie. Mais le Condor, est-ce que vous savez qui c'est ça? C'est un personnage que vous connaissez très bien, je pense, de nom. J'en ai déjà parlé. C'est un designer, un excellent pilote, un vétéran de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, qui a 10 ans. Kurt Tank, absolument. C'est le professeur Kurt Tank. Kurt Waldemar Tank, qui va designer entre autres le Focke-Wulf 190, toute cette série d'avions jusqu'au TA-152, TA pour tank. Donc c'est un personnage qui a une vision de l'aviation assez particulière. Il veut des avions solides, robustes. C'est un personnage intéressant en termes de vision. Il veut pas de la sur-ingénierie. Il veut des choses qui fonctionnent. Et c'est vrai que ça change de ce qu'on connaît en Allemagne. Et il va faire d'excellents avions autour de cette façon de penser. Et notre avion qui nous intéresse ce soir, le Focke-Wulf 200, va naître de la relation de Kurt Tank avec le patron de la Lufthansa de l'époque. Où ça discute, et on se plaint que le Junker 52 est un avion obsolète, et qu'on voudrait un vrai airliner, et Kurt Tank va se dire, bah écoute, moi je vais designer un avion. À la base, l'armée n'a rien à voir là-dedans. C'est un avion civil, issu simplement d'une pensée entre un ingénieur et le patron de la Lufthansa, pour faire un airliner moderne, et l'armée s'intéressera que bien plus tard, plusieurs années plus tard, indirectement, via une commande étrangère, au Focke-Wulf 200. Cet avion, il est incroyable. Ils vont faire, entre le moment où ils en discutent et où le proto arrive en piste, il se passe même pas un an.
Il se passe même pas un an. Là, c'est le 27 juillet 37, c'est le premier vol du Condor. 27 juillet 37, en même pas un an, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Et pire, l'avion vole incroyablement bien. Pas de crash, rien. Cet avion est bon tout de suite. Vous savez, l'avion aura, vous pouvez vous en douter, énormément de changements. Ils vont avoir des problèmes avec le moteur, ils vont mettre, au début, il y aura des moteurs américains là-dessus. Après, ils vont mettre les moteurs du Junker 52, les BMW 132, et la version de série, dont on reparlera, aura le Bramo 323, qui sont les mêmes avions que le Blomvos 222, Dornier 17, donc c'est un moteur, vous connaissez, qui est assez commun dans les gros joujoux allemands. Mais ouais, l'avion va voler donc en juillet 37. C'est que 2 ans après le DC-3. Et c'est vrai que l'avion, il fait moderne en termes de design. Il fait très DC-3 parce que il y a eu la même façon de réfléchir. Les gens qui ont fait le DC-3, ou plus tard le DC-4, ont réfléchi de la même façon que Kurt Tank. Et on a un avion aux lignes aérodynamiques, tout métal. C'est un airliner moderne. C'est de loin, en termes de tout, c'est le meilleur airliner de sa génération. Ça peut prendre 24 passagers et vous avez des performances assez exceptionnelles. Ils vont continuer à raffiner ça. Et l'avion va battre des records. Cet avion que vous voyez là, c'est lui là, Dacon. Cet avion va commencer à faire le tour de la planète. Il va battre des records. En novembre 38, en 24 heures, ça va faire Berlin-New York. Berlin-New York, en 24 heures. C'est la première fois qu'un avion faisait ça aussi rapidement. Et il va se poser à New York comme une fleur. Donc voilà, le premier Condor, ça c'est le proto. C'est le proto qui commence à battre des records. Ils ont un superbe avion. Ils le savent. Et cet avion va commencer à juste se balader aux 4 coins du monde pour faire la promotion de l'avion, pour le vendre. Le but est de le vendre, hein, de montrer, regardez, on a cette superbe machine, il est beau. Hein, on en parle. Attendez, je vais mettre mon chat sur l'écran. On en parle à quel point le Condor est un bel avion. Dès le proto. C'est une superbe machine. Moi, je le trouve magnifique, en tout cas. Et ouais, donc le Condor va commencer à se balader. Donc là, vous l'avez à New York. Quelques mois plus tard, vous l'avez à Tokyo. L'avion va commencer... il va être accueilli par l'empereur, hein, Hirohito. Hein. Il y avait toute la junte qui était là au grand complet pour accueillir de nuit le Condor. Et il y avait aussi la marine japonaise qui était là. Et la marine japonaise va voir... Sacré nom de Dieu, c'est les performances. Les Japonais n'ont pas ça, n'ont pas un si bel avion. Et les Japonais vont être... Sacré nom de Dieu, vous avez vu ces performances? Et sur le Hindenburg est-il prévu? C'est un avion, l'Hindenburg? Bon, il y a un HS sur les Zeppelins qui avait été demandé il y a longtemps. Mais on s'en fout un peu de l'Hindenburg, non? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Donc ouais, les Japonais vont être très très intéressés par cet avion. Et par ses performances. C'est vraiment... Alors à l'époque, il n'y a rien de militaire dans cet avion, hein. C'est un airliner. C'est un avion avec des réservoirs, plein de sièges, et c'est fait pour prendre du passager. Et d'ailleurs, cet avion que vous voyez là, sur le retour, va y avoir un petit problème en arrivant à Manille, aux Philippines. L'avion a fait un atterrissage forcé. Problème d'essence. Les 4 moteurs se sont éteints. On n'a jamais su pourquoi. On pense que les pilotes ont dû faire une fausse manip et brancher les moteurs sur le réservoir vide. Et l'avion a fait un atterrissage forcé à l'aéroport de Manille, un amérissage forcé. Et l'avion a été cassé. Voilà, ils ont perdu le prototype sur un accident, sans aucun doute. Mais ouais, ça s'est fait dans la phase finale de l'approche. Et vous verrez, c'est pas la première fois qu'on verra un Condor à la flotte. C'est un avion qui amérissait pas trop mal. Les Allemands vont le découvrir bien plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, donc le Condor, on va avoir les versions A, B, qui sont les versions civiles, des améliorations. Donc en 38 et 39. Donc l'avion c'est un airliner à la base. Et la Lufthansa va être capable de percevoir quelques avions. On va en envoyer en Amérique du Sud. La Lufthansa avait une succursale au Brésil dont on reparlera. Et il y a quelques Condors qui vont passer dans les mains de la Lufthansa. Mais à ce moment-là, la marine japonaise a passé une commande. La marine japonaise veut militariser l'avion. C'est pas l'Allemagne qui va militariser le Condor, c'est les Japonais. Et les Japonais vont passer une commande à Kurt Tank en lui disant « Bah nous, on voudrait bien une version militaire. » Et comprenez qu'il y a une énorme différence. Vous militarisez pas l'avion juste en lui mettant des cocardes et un coup de peinture. Et Kurt Tank va devoir repasser à la planche à dessin. On va virer tout ce qu'il y a à l'intérieur, les sièges et tout. On va augmenter la taille des réservoirs.
On va mettre de l'armement défensif. L'armement évoluera énormément dans les versions militaires. Hein. On finira avec 5-6 mitrailleuses, un canon de 20. Donc on va mettre des... on va installer de la... Ça, c'est sûrement la 13 mm en coupole. Donc ouais, il y a... Bah, regardez, je vous remets les artworks. Vous voyez un peu là. On voit... il y a quand même... C'est un avion, la version militaire a été totalement retravaillée. Et ça va poser des problèmes. Ça va poser certains problèmes puisque Kurtank va devoir lourdement alourdir l'avion. L'avion va prendre des tonnes. Et ça, c'est un énorme problème avec tout l'armement défensif, les gondoles d'observation. Donc, c'est les Japonais. Donc, les versions C sont les versions militarisées. Tous les Focke-Wulf 200 que vous verrez aux couleurs militaires sont des Focke-Wulf 200 C. On va de C1 jusqu'à C8 avec des sous-versions et compagnie. C'est un avion qui va énormément évoluer avec la guerre. Et c'est vrai que c'est les Japonais qui ont lancé le programme de militarisation du Focke-Wulf 200 pour de la reconnaissance maritime dans la profondeur. Les Allemands, à l'époque, se préparent à rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas réfléchi une seconde à peut-être avoir un avion pour faire de la reconnaissance lointaine. Pourquoi? On aurait pu se dire, pourquoi les Allemands n'ont pas pensé à ça? Le chat, quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce que les Allemands, lorsque la guerre va commencer, n'ont absolument rien du tout sur les rails d'avions pour aller voir, chasser les convois et tout ça? Tout ce que vous voyez là, ça va être de l'improvisation qui va arriver pendant la guerre. Et on peut se poser la question de... comment c'est possible que les Allemands soient passés à côté de ça? Et que ce soit les Japonais qui eux, aient vu le potentiel. Ils pensaient gagner avec les sous-marins. Pas à l'époque. Hein. Les sous-marins arrivent plus tardivement. Hein. Ça va arriver en 40. Hein. U-boat 41. Mais les gars, c'est Göring. C'est des avions. Si vous mettez des avions à la disposition de la Kriegsmarine, c'est Raeder et puis Dönitz après qui vont contrôler les avions. Vous croyez que Göring va accepter? Vous croyez que Göring va accepter que des avions passent sous commandement de la Kriegsmarine? Mais bien sûr que non. Göring était, quand ça arrivera avec ce qu'on appelle la Kampfgeschwader 40, qui était une unité au service de la Kriegsmarine, Göring était foudrage. C'est Hitler qui va forcer Göring à le faire sous l'impulsion, entre autres, de Dönitz. Mais ouais, il n'y a aucun programme de quoi que ce soit. Au moment... donc ouais, regardez, ça c'est les... ça c'est encore une version plus tardive. Vous avez carrément un canon de 20 mm en frontal dans la gondole. Donc vous avez un MG 151, un canon de 20 en frontal. C'était un vrai hérisson, hein, il était surarmé. Hein. Vous avez plus d'armement défensif que de membres d'équipage. Vous avez 5 membres d'équipage dans un Condor. Vous avez plus de mitrailleuses et d'armement défensif que de membres d'équipage. C'est pour vous dire. Hein. Hop là. Donc ouais, un des problèmes de cette militarisation, c'est que le Condor, à la base, est un airliner. Il n'a pas été designé pour recevoir autant de poids. On va mettre une soute à bombe. Vous savez que cet avion peut embarquer presque 6 tonnes de bombes. Avec tout, il y a une soute à 1 tonne, mais il a des crochets où vous pouvez mettre des tonnes de bombes. Vous verrez jamais de Condor avec autant de bombes. C'était vraiment un avion qui devait faire beaucoup de kilomètres. Donc si vous mettez beaucoup de bombes, vous perdez de l'autonomie. Le Condor, pendant toute la guerre, quasiment toute la guerre, fera des missions de reconnaissance. Le B-17 allemand, pas du tout. Pas du tout. C'est un avion qui va être vraiment utilisé pour la reconnaissance lointaine maritime. Pas comme un bombardier stratégique. Un des problèmes d'avoir surchargé l'avion, c'est ça. Ils vont avoir de gros problèmes structurels au début à l'atterrissage. L'avion se casse comme une allumette à l'atterrissage parce que l'avion est trop lourd. Et les équipages vont avoir du mal à apprendre à être extrêmement gentils avec le Condor. Il a une fâcheuse tendance à se casser. Dites-vous qu'ils vont perdre près d'une dizaine d'avions. Comme ça, dans les premières versions militaires, ils vont perdre des avions. Simplement en les cassant. Voilà, regardez, il a les reins pas très solides, vous voyez. À cause du surpoids. À cause du surpoids de la militarisation, tout simplement. Donc ouais, vous verrez souvent quelques photos de Condor avec les reins cassés. C'est simplement que dans les premières versions, ils vont renforcer après la structure pour mieux encaisser ça. Mais dans les premières versions militaires, rien que dans les... Ils vont perdre, je crois, une dizaine de C1. Donc qui sont les premières versions militarisées. Ça s'améliorera après. Donc ouais, très intéressant. Dans le début de guerre, on n'a que 2 Condors en service. Les Allemands n'ont que... Et parmi les 2 Condors en service, les Condors militarisés, parce que la Lufthansa a récupéré des Condors, dans les 2 avions militarisés,
ils savent pas quoi en faire en fait. Ils savent pas quoi en faire. Il y en a un qui sert de transport à Hitler. Donc Hitler a son propre Condor aménagé. Ça va être un avion de transport VIP, le Condor. Dönitz, Speer, même Himmler avaient leur propre Condor. Vous avez ce qu'on appelle le Condor C4U1, qui est un Condor de transport VIP, de transport rapide, totalement... L'armement a entre autres été enlevé pour que l'avion soit plus rapide. Et vous aviez donc une version spécialisée pour le transport VIP, donc c'était l'avion de transport d'Hitler et de la plupart des huiles du parti. Ils se déplaçaient avec ça. Donc ouais, en 39, bah on a des Condors, 2 Condors en service. Donc on pourrait se dire ils avaient déjà une escadrille de prêtes pour la reconnaissance maritime, que dalle. C'est de l'improvisation totale qui va arriver en 39-40 avec Raeder et Dönitz qui vont être capables de forcer Hitler, de dire à Hitler force Göring à nous filer des avions. Et en fait c'est un DC-3 allemand. Il est meilleur que le DC-3. Il est meilleur que le DC-3, c'est un quadrimoteur. Le DC-3 est bimoteur. C'est un meilleur avion que le DC-3, bien meilleur, générationnellement parlant. Le chat n'est pas accessible uniquement sur Twitch. Il y a des... Oh là là, Bah là, t'es pas sur Twitch. T'es sur YouTube. T'es sur YouTube. Faut aller sur Twitch si tu veux avoir le chat. Donc ouais, on a... ça va être une improvisation totale, tout ce qu'on va avoir. Ce qui va provoquer l'émergence du rôle majeur du Focke-Wulf 200, c'est la bataille de l'Atlantique. La bataille de l'Atlantique est l'ouverture des ports français. Alors, la bataille de l'Atlantique, si vous êtes intéressé, je vous recommande le livre incroyable de Jonathan Dimbley, je l'ai dans ma bibliothèque, La bataille de l'Atlantique, c'est le meilleur livre sur le sujet, c'est un livre absolument incroyable, il est assez récent, et c'est le livre à avoir, il est en anglais forcément, c'est le livre à avoir sur la bataille de l'Atlantique. Mais ça parle pas mal des Condors justement, et de l'évolution de la bataille de l'Atlantique et tout ça. Vous comprenez que la bataille de l'Atlantique, elle est gagnée pour les alliés des 43. Les temps forts, ça va être 41-42 avec l'opération Drumbeat, quand les U-boats iront chasser devant les ports américains. Les Américains se sont fait attraper le froc baissé avec la déclaration de guerre de l'Allemagne. Et les Condors vont se retrouver pris dans la bataille de l'Atlantique. Un des problèmes des alliés, c'est que le Coastal Command anglais se voit refuser d'avoir des quadrimoteurs pendant quasiment toute la guerre. Et on se retrouve avec une gigantesque zone dans l'Atlantique, une zone grise, où les alliés n'ont pas d'avion. Ils n'ont pas d'avion. Le Coastal Command n'a pas d'avion pour aller là-bas. Et les Allemands, vous pouvez vous en douter, vont aller chasser dans cette zone. Donc on a une guerre permanente entre le haut commandement de la Kriegsmarine qui envoie des U-boats chasser et la Navy anglaise qui essaie de disperser les convois pour éviter ça. Donc on a une guerre électronique de renseignement. Souvent, on vous dit que les Anglais ont craqué Enigma. C'est vrai, les Anglais ont craqué Enigma. Mais dites-vous que les Allemands ont aussi craqué le code anglais. Donc les Allemands et les Anglais, en fait, connaissent le code de l'autre. Donc sont au courant des mouvements et on s'adapte. C'est absolument incroyable à lire. Cette guerre un peu atypique, cette guerre qui va durer de 39 à 45. C'est souvent considéré comme la plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale de l'Atlantique. En tout cas, la marine, la Kriegsmarine, va dire à Hitler, on voudrait bien des avions, et on va commencer à affecter des Condors, ces fameux Condors dont on ne sait pas trop quoi faire, à une escadrille qui s'appelle la Kampfgeschwader 40. Le gars, vous voyez, attendez, je vous remets la photo avant. Non. Vous voyez, ça, c'est un Condor de la Kampfgeschwader 40. Vous voyez l'escadrille, là, le signe, la terre avec les anneaux, c'est le logo de la Kampfgeschwader 40. Ces mecs-là étaient des tarés, sûrement parmi le meilleur personnel navigant de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de GPS à l'époque. Ils faisaient des missions totalement folles, parfois en hiver. Moi, je connais bien les Condors, parce que quasiment les seuls Islandais tués pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont été par des Condors allemands, qui rôdaient dans les fjords islandais pour voir où étaient les convois qui allaient partir pour l'Union soviétique. Donc généralement, les Condors venaient et puis strafaient les villages. Ils strafaient les villages et c'est pas drôle, mais et balancer quelques bombes. Donc vous avez parfois des Islandais qui avaient rien demandé à personne, qui savaient même pas qu'il y avait une Seconde Guerre mondiale, qui prenaient des pruneaux dans la tronche de l'armement défensif des Condors. Donc ouais, souvent je raconte ça aux boomers américains et tout ça. Donc ouais, la Kampfgeschwader 40 qui était basée à Bordeaux-Mérignac va être engagée. Donc à quoi ils servent ces avions? C'est simple. Ces avions, ils sont là pour éclairer les U-boats. On les envoie
partout dessus l'Atlantique. Rappelez-vous qu'ils sont capables d'aller à New York et tout en pleine balle. Et on va commencer à les envoyer dans les trous noirs dessus l'Islande pour faire de la chasse au convoi et guider les U-boats. Oh Filtry, tu fais péter du sable. Et je sais ce que tu vas demander, Filtry. Plus un, hop, hop, magnifique. Tu veux ton affreux machin là? Hop. Lui il va bientôt arriver. Hein. La semaine prochaine ce sera l'essence synthétique. Hein. J'ai promis, ce sera l'essence synthétique HS. Hein. Donc ouais, on a nos condors qui viennent chasser le renseignement. Ils sont en connexion directe avec le manoir de Kerseval ou Kerval à l'Orient, où on déplace les U-boats sur les cartes et tout ça, c'est le QG de Dönitz. Et en même temps, ils guident les convois, les meutes de U-boats sur les convois. Les marins anglais avaient pour terreur de voir un Focke-Wulf 200 passer, parce qu'ils savaient que les U-boats allaient arriver. Le but des Focke-Wulf 200 est simplement d'amener les U-boats sur les cibles. C'est un élément de reconnaissance. Et en 40-41, les Anglais n'ont absolument rien pour contrer les Condors. C'est un problème. Les Condors peuvent YOLO, et les Condors, on va leur mettre des bombes. Hein. Les Condors, dites-vous, ils vont commencer à les chasser et bombarder, ils vont couler des bateaux aussi. Donc non seulement ils éclairent, mais ils bombardent. Pour ceux qui sont intéressés, alors moi c'est mon dada ça, mais de l'Islande partaient tous les convois qui ravitaillaient l'Union soviétique en direction de Mourmansk. Donc qu'est-ce que faisaient les Focke-Wulf 200 de la Kampfgeschwader 40? Ils décollaient de Bordeaux-Mérignac, ils passaient au large de l'Irlande, ils faisaient un tour d'Islande entier, ils passaient dans tous les fjords pour prendre des photos, ils allaient se poser en Norvège, une journée de repos, ils redécollaient, ils refaisaient l'Islande, et ils rentraient à Bordeaux-Mérignac. Ils faisaient ça aussi en hiver, quand il n'y avait pas de jour. Je vous laisse imaginer la qualité de ces gens, en termes de pilotage, de navigation. Les mecs passaient leur temps, ils passaient juste leur temps à faire de la navigation au milieu du vide. Parfois dans des conditions terribles. Et ouais, donc ça vous donne un peu les missions de zinzin de la Kampfgeschwader 40. C'est une unité assez à part, hein, la Kampfgeschwader 40 dans la Luftwaffe. Et c'est vrai que les mecs faisaient des missions totalement folles. Et on va les envoyer chasser. Dans le trou noir de l'Atlantique. Dès 41, les Anglais vont comprendre que... donc j'ai des très très belles photos des Condors, matez ça. Donc ça, c'est les Condors de la Kampfgeschwader 40. Donc qui opèrent dessus l'Atlantique. Matez un peu les photos, magnifique. Généralement, après, ils se séparaient, ils allaient chasser en tandem, et tout. Très très belle photo. Donc ils étaient à Bordeaux-Mérignac. S'il y en a qui sont de Bordeaux, c'était le quartier général de l'escadrille. En train d'être ravitaillé. C'est un très bel avion. Hein. Voilà. Très très bel avion, le Condor. Regardez-moi ce monstre. Quoi, les mecs faisaient vraiment ce boulot de reconnaissance dans la profondeur. Et ils ont eu 1 an et demi d'impunité sans radar. On va y venir. D'ailleurs, celui-là est une version tardive C4 avec un premier radar. Une des photos les plus connues du Condor, c'est celle-là. Celle-là, elle est de superbe qualité et je pense que c'est une des photos que, quand on parle du Condor, c'est une des photos qu'on voit le plus, celle-là. C'est pour ça que je l'ai mise. Alors les Anglais, à l'époque, vous pouvez vous en douter, ils sont en panique. Hein. 41, c'est une année terrible pour les Anglais. Entre les U-boats qui ont énormément de succès, les Condors, c'est compliqué pour les Anglais. Alors néanmoins, on va avoir des batailles aériennes assez absurdes, puisque le Coastal Command dispose aussi de leurs avions à très longue distance. Donc on a des batailles aériennes entre des Short Sunderland. Donc on a des batailles en quadrimoteurs. On a des combats aériens complètement couillons entre des quadrimoteurs. On a des Short Sunderland qui vont aller faire des victoires aériennes contre des Condors et vice versa. On a des combats aériens au milieu de nulle part entre des Shorts et des Condors. Mais on est dans une zone où les avions n'ont pas la portée, les chasseurs n'ont pas la portée. On a pareil une des terreurs des Condors. Parfois les Condors passent au large de l'Irlande et tout ça hein, pour aller vers l'Islande. C'est aussi les Lockheed Hudson qui sont les avions du Coastal Command. Donc on a ces avions qui font aussi de la chasse aux Condors.
Parfois, ouais, bah, les condors posent des mines et tout ça. Hein, le condor fait pas que de la reconnaissance, il fait tout le condor. Dans sa soute, il peut prendre des mines et tout ça, donc ça va aller miner parfois les estuaires et tout. Une des innovations, donc les Anglais sont en panique à l'été 41. J'insiste sur le terme panique. Le combo U-boat Condor est tellement efficace et les Anglais n'ont pas de moyens maritimes. Les Anglais sont désespérés. Et ils vont commencer, quand vous êtes désespéré, vous faites des mesures désespérées en espérant qu'elles fonctionnent. Voici le cam ship. Le cam ship, c'est quoi? Vous prenez un navire marchand et vous lui mettez une catapulte avec un hurricane à usage unique. Voici les cam ships qui vont arriver à l'été 41. Ça, vous mettez un mec dedans. Donc comment le mec revient? Bah, il saute en parachute à la flotte et on va le récupérer. Voici la capote hurricane, avion à usage unique. Il décolle en kata. Et son but est d'aller chasser le Condor qui tourne autour du convoi pour guider les U-boats. Et à l'été 41, on va avoir les premiers Hurricanes, les premiers cam ships qui vont arriver. Donc le pilote, l'eau les gars, on est dans l'Atlantique Nord. Les mecs se foutent à la flotte. On a pas mal de pilotes qui mourront avec leur Hurricane. Un convoi ne s'arrête pas. Je suis clair? Un convoi ne s'arrête jamais. Il y a des bateaux d'escorte qui sont là pour récupérer les mecs, mais un convoi ne s'arrête pas. Donc le pilote, là, vous vous arrêtez pas pour récupérer le pilote. Hein. Donc c'est à l'escorte d'aller récupérer le pilote. Donc ces pilotes-là de Hurricane savaient que leur espérance de vie était extrêmement limitée. Mais qu'ils allaient peut-être sauver les bateaux avec ce qu'il y avait dedans, plus l'équipage, en allant abattre les condors. Et vous allez avoir les premiers succès. Regardez, la photo elle est incroyable. Vous voyez là, au-dessus? Là, vous voyez? Ça c'est le convoi. Donc là il y a un cam ship là-dedans. Et il y a un condor qui s'est fait attraper à l'été 41. Rien que là, sur ce convoi, je crois qu'ils vont abattre 4 condors. Ça va être le début de la fin de l'impunité des condors dans l'Atlantique Nord. Quand les premiers cams vont arriver, les premiers cam ships. Et on va avoir les premiers condors qui vont commencer à être homologués. Donc ouais, ça va être la fin vers l'été 41. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour les pilotes de condors d'aller chercher l'information à cause de l'apparition de ces... entre autres de ces Hurricanes à usage unique. Une innovation assez terrible, hein, mais extrêmement efficace. Donc ouais, vous avez... ça, c'est pris le 23 juillet 41. Et ça, c'est un Lockheed Hudson. C'est même pas un cam. Ça a été abattu à l'ouest de l'Irlande. Donc ça, c'est sûrement un avion qui allait vers l'Islande, qui s'est fait attraper par un Lockheed Hudson du Coastal Command et qu'il a envoyé au tapis 23 juillet 41. Donc là, encore un... Ah, il a bien mérité. Pas de traces de pilote. Peut-être que là-bas, c'est un dinghy avec un des membres d'équipage. Allez savoir. Donc ouais. Hop là. Donc ouais, à partir de 41, ça va commencer... La tâche va commencer à être de plus en plus compliquée. Il sera pas rare de voir des Focke-Wulf 200. C'est quoi l'avion derrière, là? Et quelle version? On va voir si le chat est bon. Hein? Bah ouais, les Lockheed Hudson et autres Short Sunderland étaient extrêmement gênants, entre autres dessus le golfe de Gascogne. Donc on va commencer des Messerschmitt 410, et non! Bien tenté! C'est un Junker 88 C6, absolument. C'est un C6 de chasse, de jour, longue distance. C'est un chasseur d'escorte. C'est un Junker 88. On avait des versions lourdes de chasse. Donc là, vous avez simplement un Focke-Wulf 200 dessus le golfe de Gascogne, qui est escorté par un Junker 88 C6, sûrement, et qui est là pour protéger, entre autres, le Focke-Wulf 200, possiblement... des Hurricane Cam, même si ça serait plutôt plus loin qu'on verrait des cams, mais entre autres peut-être des Hudson ou des Short Sunderland qui seraient en maraude dessus le golfe de Gascogne pour essayer de choper et d'intercepter des condors. On va aussi commencer à leur mettre des radars. On va commencer à équiper, on a des versions C4, C8, on va commencer à les équiper de... Le problème des cams, c'est que les condors ne peuvent plus s'approcher des convois. Donc pour compenser ça, on va leur mettre un radar de recherche maritime. Pour rester sous l'horizon, pour pas être détectés par le convoi, mais ils sont capables de repérer le convoi sans être repérés. Vous avez vu la guerre technologique qu'on a? La guerre dans l'Atlantique est une guerre technologique totalement folle, avec des radars, des contre-radars. C'est comme la chasse de nuit. Allez voir le HS sur la chasse de nuit, il est vieux, mais il est je pense, toujours plutôt bien foutu. Et la guerre dans l'Atlantique, la bataille de l'Atlantique, c'est la même chose que la chasse de nuit. On va sans cesse introduire des nouveaux radars, des contre-radars. Les U-boats avaient aussi leur propre radar qui étaient détectés par les alliés. C'était un énorme bordel. Donc là, vous avez
entre autres, des versions de repérage maritime, de radar de repérage maritime, pour éviter d'aller se frotter à l'escorte, parce qu'après les Américains vont même commencer, les Anglais aussi, à mettre des porte-avions. Ça va être un gros problème quand vous allez commencer à avoir des martelettes et compagnie. Comme je dis, à partir de 42 et en 43, les Condors c'est fini. Les Condors ne... La guerre technologique est perdue. Et on a les Alliés qui ont gagné la guerre technologique contre les Allemands. En 43, la bataille de l'Atlantique, elle est perdue pour les Allemands. Et les Condors ne peuvent même plus opérer sans se faire attraper, soit par les radars, soit par les cams, soit par les porte-avions. Ça va devenir de plus en plus compliqué. L'âge d'or, c'est vraiment 41 et les 6 premiers mois. Ouais, 41 et les 6 premiers mois de 42. Mais les Condors vont commencer à avoir, malgré leur radar, et l'introduction de nouvelles technologies, de plus en plus de mal à opérer. Et la Kampfgeschwader 40 en plus faisait des vols totalement dingues. Mais on en verra encore jusqu'en 44. Hein. Regardez, ça c'est pris en Norvège en 42. Matez les camos. Matez les magnifiques camos. Donc partout il y a des U-boats, vous avez des Condors qui suivent. Donc il y avait des... donc ça c'est des... Vous avez donc des Condors de la Kampfgeschwader 40 qui sont à bord d'Omérignac. Vous en avez d'autres en Norvège. Donc ceux-là sûrement allaient dessus l'Islande. Faisaient de la maraude dessus l'Islande. Et faisait aussi du repérage simplement au nord de la Norvège, quand il y avait des convois, comme le PQ-17 et compagnie en 42 qui passaient. Donc les Condors étaient là pour éclairer simplement les U-boats. Donc ouais, vous avez des... là, il y en a même un autre derrière, des porte-avions comme dans le Pacifique, mais bien sûr. Tu sais qu'il y a eu énormément de porte-avions, je pourrais te montrer des photos, là je les ai pas sous la main, mais tu peux trouver des photos de porte-avions de bataille, le USS Ranger et compagnie, dans des fjords en Islande. Avec porte-avions, cuirassés pour escorter des convois. Vous imaginez même pas à quel point les convois, la protection des convois a été les moyens déployés, les moyens lourds déployés pour protéger les convois, même au niveau porte-avions et tout ça. Vous aviez des porte-avions américains dans l'Atlantique pour protéger les convois des Condors et tout ça. Les Condors étaient la plaie. Comme je dis, si vous voyez un Condor, vous savez que les torpilles sont pas loin. Qu'il y a des U-boats dans le coin. Il n'y a jamais de Condor sans U-boat à proximité. C'était vraiment les yeux des meutes de sous-marins. Ouais, si vous êtes intéressé par ça, par ce que j'ai dit là, je vous invite à lire à choper ce bouquin. Ça résume, c'est le bouquin sur le sujet. Donc ouais, d'ailleurs, à partir de 43, on va même commencer à équiper... Alors malheureusement, on n'a aucune photo existante. Mais on va leur mettre tout le dispositif de bombes planantes radio-guidées. Tous les Hanschel 293. Mais je crois pas qu'on ait de Condor qui ait utilisé de bombes planantes. On a des Heinkel 177 qui ont largué des bombes planantes avec succès, mais pas de Condor. En tout cas, les Condor, les versions C8, U10, étaient des sous-variantes équipées pour balancer des bombes planantes. Et vous voyez qu'il a aussi son radar de recherche à l'avant. Les C8, généralement, ont les radars... aucune trace d'opération, j'ai rien trouvé dessus. Des fois, je chasse des photos dans des machins, j'ai trouvé des maquettes, mais on n'a aucune photo de Condor avec des... les Heinkel 177 étaient des meilleurs avions pour ça que le Condor. D'ailleurs, regardez, ça c'est une des variantes rapides que les Anglais ont capturées. On a capturé quelques Condors et les Anglais l'ont fait voler le Condor pour le tester. Une sacrée machine, un superbe avion le Condor. D'ailleurs, ça c'est le DC-4 qui arrive en 42, donc lui est pressurisé. Mais c'est vrai que le Condor n'était pas pressurisé, ce qui en faisait un bon avion militaire parce qu'il devait voler assez bas. Mais voilà, là, ça arrive en 1942. Et c'est vrai qu'il y a des airs de Condor. Lui, il fait plus moderne parce que c'est la génération suivante. C'est le DC-4. Arvol, je pète les plombs. Je suis magnifique, hein. Je pète la forme, et toi? Donc ouais, voilà le DC-4. Donc ouais, eux, ils en ont pas fait beaucoup, hein, 80. Mais c'est la génération suivante d'avions de airliner. Voilà. Ils en ont envoyé à Stalingrad. Ils étaient tellement désespérés. Alors, ils l'ont beaucoup... Après 43, après 42, vous avez vu qu'après 42, ça devient difficile pour les Condors. On va l'utiliser comme avion de transport, avion de VIP, et on va en retrouver à Stalingrad, des Condors. Ils vont envoyer quelques Condors à Stalingrad, certains sont même récupérés par les Russes, crachés. On reparlera des Condors russes. Et oui, les Russes ont utilisé des Condors. Et donc, on va en retrouver à Stalingrad pour faire le pont aérien. Un désastre, l'avion est pas fait, ça c'est la version militarisée, c'est pas fait pour faire du transport de fret, du transport de passagers, mais bon, ils vont tout envoyer à Stalingrad, y compris des avions de la Kampfgeschwader 40 avec les équipages. Rappelez-vous que les équipages de la Kampfgeschwader 40 sont parmi à l'époque
les meilleurs navigateurs de toute la Luftwaffe, et on va les envoyer au carton dessus Stalingrad. Là, pareil, ça c'est pris en 1944, une version tardive, une version C8 encore, sans radar de recherche, mais avec un radar de détection. Et c'est les versions tardives en Norvège en 44, donc eux sont sûrement utilisés pour le transport, la liaison, transport VIP aussi. Comme je dis, toutes les huiles du parti avaient leurs propres avions. À l'époque, en 44, vous évitez de les envoyer. Il y a des avions alliés partout dessus la mer, entre les porte-avions d'escorte, les camships et tout ça. Vous pouvez plus envoyer de Condor, faire de la reconnaissance dans la profondeur. Donc là, ça, c'est les derniers Condors en 43, 44, 45 seront vraiment utilisés pour le transport, la reconnaissance, tout ça. Donc vous avez encore parfois des photos de Condor. La pénurie d'essence va aussi les clouer au sol. Même s'il y a des avions, on les utilise plus. Donc ouais, c'est parmi les rares photos qu'on a des Condors tardivement. Et l'avion va finir tristement la guerre, parce qu'on ne sait plus pourquoi l'utiliser. On l'utilise ouais, pour le transport, mais... Eh bah, il y a d'autres avions qui font mieux ça. Les Junkers 290 et tout ça sont de meilleurs avions de transport. Donc c'est vrai que le Condor va avoir une fin de vie assez misérable dans la guerre, après son âge d'or de 40-41. Et on aurait pu se dire que l'avion aurait disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. L'avion va continuer à voler, jusque dans les années 50, mais plus sous les couleurs allemandes, vous pouvez vous en douter. Vous vous rappelez, je vous disais que la Lufthansa avait reçu des avions, avait reçu des Condors, en 39, des Condors A et B, donc des versions non militarisées. La Lufthansa avait une succursale au Brésil, donc avait une compagnie qui dépendait d'elle au Brésil, et cette compagnie avait entre autres 2 Condors et des Junkers 52. À la déclaration de guerre, bah cette succursale est devenue indépendante et a continué à opérer en Amérique du Sud avec des Condors et des Junkers 52. Et ils vont continuer à les opérer. Alors, il y en a un qui va être détruit lors d'une collision au sol. Regardez ça. C'est pas beau. Le Harubani, c'est l'un des noms des 2 Condors. L'autre s'appelait Abaitera, je crois. Ils vont en perdre un dans une collision au sol en 46. Et l'autre va voler jusqu'en début années 50, où il sera remplacé après par des avions plus modernes. Et surtout, il n'y a plus de pièces détachées. Donc vous avez... regardez-moi ce superbe Condor. Alors je sais pas, je pense pas qu'ils faisaient des liaisons Brésil-Argentine sans aucun doute, hein. Mais je pense pas qu'ils faisaient des liaisons transatlantiques à cause de la guerre. Mais ils ont continué à les faire voler bien après-guerre, malgré le manque de pièces détachées et tout ça. On voit qu'ils ont les vieux moteurs. Ils ont pas les Bravo 323 dessus. Ils ont sûrement les vieux BMW 132. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à les faire tourner aussi longtemps. C'est qu'ils avaient c'est les mêmes moteurs que les Junkers 52. Donc c'est une version plus ancienne des Condors. C'est pas les Condors C militarisés qui opéreront sur le golfe de Gascogne ou dessus l'Atlantique Nord. Et on a, regardez-moi ça. Ils sont beaux quand même, hein. Au Brésil, matez les engins. Donc on a des Condors qui vont continuer à voler bien après la chute, la fin de la guerre, la chute de l'Allemagne nazie. Je trouve ça génial. Il y a un autre pays qui va en récupérer par accident. Le 31 décembre 1942, on a un Condor qui revient d'Atlantique, qui va faire un atterrissage forcé. Même pas forcé, visiblement. Un atterrissage tout court en Espagne. Et les Espagnols vont interner l'avion et l'équipage. Et les Espagnols vont se retrouver avec un super Focke-Wulf 200 C4 avec un radar à bord et tout. Et les Espagnols vont se dire, ah bah on peut pas casser cet avion, il est magnifique. En compte, les Espagnols à l'époque, ils ont absolument rien de tout ça. Et là d'un coup, ils se retrouvent avec un Condor. Et ils vont l'utiliser jusqu'en 1948, leur Condor. Ils vont l'utiliser jusqu'en 1948, le Condor. Ils devront le ferrailler par manque de pièces détachées. Donc là, on voit que c'est des tripales. Donc là, c'est une version militaire un peu plus tardive que les Espagnols ont eu. Et les Espagnols vont utiliser ça jusqu'en 1948. Après ça, ils vont devoir le clouer au sol. Pour des raisons de logistique et de maintenance. Ils ne pouvaient plus l'entretenir. Mais eux aussi adoraient leur Condor. C'est un superbe avion. Hein. C'est un superbe avion tant esthétiquement qu'en termes de design et de performance. Le Condor est un très très bel avion. Regardez ça, s'il est pas beau. Un beau joujou, hein. Donc ouais, le Condor, l'unique Condor espagnol. Preuve qu'il était possible de faire fonctionner un avion sans aucun support logistique
pendant près de 6 ans. 1948. Il y a un autre pays qui va récupérer des Condors, je l'ai dit, avec l'expérience de Stalingrad. Ils vont perdre pas mal de Condors à Stalingrad. Les Soviétiques vont récupérer des Condors crachés, abandonnés, et ils vont les refaire voler. On ne sait même pas combien. L'épisode des Condors soviétiques n'est pas connu, mais on sait qu'ils vont les faire voler jusqu'au milieu des années 50. Hein, les Condors. Ils vont être entre autres affectés à des missions dans l'Arctique. Les Soviétiques vont même les remotoriser. Non, mais ça vous dit à quel point l'avion était bon. Ils vont les remotoriser avec des moteurs soviétiques. On a 2 Condors allemands qui vont être remotorisés sur moteurs soviétiques à la fin des années 40. Et ils vont aller faire des missions dans l'Arctique. Regardez, ça c'est un Condor soviétique craché dans l'Arctique. Et ça vous montre à quel point cet avion était bon. Mais il a été designé par Kurt Tank. C'est une des marques de fabrique de Kurt Tank d'avoir des avions solides, robustes, fiables. Cette résilience de fou, ouais. Ça finit dans l'Arctique à faire du ravitaillement de bases soviétiques dans les années 50, quoi. Et on n'a pas beaucoup de photos des... regardez, on pense que ça ressemblait à ça. Parce que les Russes vont les rebaptiser. Donc on a H400 et H401. Ça, c'est normalement H400 en 46. Donc là, la photo, là, c'est en 1946. C'est H400 qui s'est craché. Et lui, là, ça serait H401. Voilà. Et ça a volé jusque fin années 40, début années 50. Et ça faisait aussi de la reconnaissance des mers de glace et tout ça. Pour ouvrir des couloirs maritimes, pour voir où était la mer de glace, les icebergs et tout ça. C'était un très très bel avion. Et les soviétiques l'ont fait voler jusqu'aux années 50. Donc ouais, malheureusement, après années 50, les avions n'ont pas survécu. Ils ont tous été ferraillés, détruits. Les soviétiques ont ferraillé les leurs, les brésiliens ont ferraillé les leurs. Et aucun avion n'a survécu à la guerre. Ou en tout cas au début des années 50. C'est triste. En 1999, il y avait une épave de Condor au fond d'un fjord norvégien. Et ils ont... Hop là, pour déjouer un truc en vitesse, hop là. Ils sont allés récupérer l'épave de ce Condor au fond du fjord. Alors, regardez la gueule de l'épave. Mais vous voyez que il y a encore, on voit les ailes, et on peut se dire, ouais bah génial, ils ont une épave quoi. Ils ont une épave, et les Allemands, un groupe de tarés, alors avec pas mal de supports, il y a Airbus et tout derrière, se sont dit on va restaurer ça. C'est un tas de ferraille, ouais. Mais dis-toi que un tas de ferraille est plus facile à restaurer que reconstruire à partir de zéro. T'as des choses. T'as des choses. Regarde, là, on voit une aile, on voit des moteurs, tu as des choses. Et après des milliers d'heures de travail, ils vont tout reconstruire. Ils avaient les plans. Ils ont certains plans, en tout cas. Ils vont partir de ce tas de ferraille, comme tu dis, pour reconstruire l'avion entièrement. Ça va prendre des milliers d'heures de travail. Regarde les ailes qu'on a vues cassées en tas de ferraille. Regarde les ailes restaurées. C'est beau. Ça, c'est un travail de passionné. Hein. C'est des malades, ces gens. Hein. Et ça coûte une blinde aussi de faire ça. Donc, regardez, on voit Airbus derrière, A350. Donc, ça a dû être fait par EADS, Or Future Together, A350X. Ouais, donc ça a dû être fait... sûrement en coopération avec Airbus pour avoir des moyens et tout, parce que ça, c'est... voilà. Airbus, ça aide. Ouais, mais... Ça aide, mais... Voilà. Il te faut du support logistique lourd pour reconstruire un avion à partir d'une épave. Et ben, vous savez quoi, en 2021, après 22 ans de boulot, ils ont fini. Voici le Condor de Airbus. Le Focke-Wulf 200 Condor de Airbus. Donc cette épave que vous avez vue a été entièrement reconstruite de zéro. Matez-moi la machine. Donc ils l'ont reconstruit sous sa configuration. Donc on voit qu'il y a un problème. Parce que c'est sa configuration civile, mais c'est un Condor militaire. Donc là ils l'ont reconstruit en airliner, mais c'est sa configuration. C'était un militaire qui s'est craché dans le fjord. Donc c'est peut-être pour ça entre autres qu'ils ont les moteurs Bravo dessus. Regardez. Eh. Osez me dire que cet avion n'est pas superbe. Quand je vous dis que c'est le plus bel airliner de sa génération, il enterre un DC-3, il est absolument magnifique. Mais pas bipale, parce qu'ils ont récupéré une version militaire. Ils ont reconstruit un airliner avec une version militaire. Voilà.
Beau bébé, hein. Superbe projet, hein. Il y a des mecs, ils ont passé 20 ans là-dessus, hein. 20 ans de leur vie, hein. Et là, vous l'avez à Tempelhof. Donc l'aéroport de Berlin, qui était aussi l'aéroport des huiles du Reich, et où Hitler et tout prenaient les avions. Vous avez un magnifique Focke-Wulf 200 à Tempelhof, là où il était, où étaient les Focke-Wulf 200 VIP, de transport VIP. Il est beau, hein. Donc ouais, c'est le dernier Focke-Wulf 200. Donc il a passé la majeure partie de sa vie au fond d'un fjord, et il a été... Ça vole, c'est du statique, hein. Je pense pas qu'il soit en état de vol. Parce que c'est compliqué de faire voler un avion quadrimoteur. Non, t'es obligé d'avoir des moteurs fonctionnels et tout. Donc à voir jusqu'à quel point ils sont allés dans la restauration pour les moteurs et tout ça. Bon écoutez, AA vient d'arriver. Je propose qu'on arrête le live. Ça a changé l'Allemagne. Bah, tu sais que l'aéroport de Tempelhof a pas changé tant que ça. Quand tu vois des photos de Tempelhof dans les années 40... ça a pas changé tant que ça, hein. Le Focke-Wulf 200 il est comme à la maison là, hein. Donc ouais, un superbe avion. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'avions allemands qui ont été designés dans les années 30. Comme le Heinkel 111 et tout ça. Il y avait l'idée d'en faire des bombardiers dès le début. C'était des moyens de contourner le traité de Versailles. Le Focke-Wulf 200 n'est pas un de ces avions. Le Focke-Wulf 200 n'a jamais été pensé à la base comme un avion militaire. C'est un pur, superbe airliner, et c'est les Japonais qui ont lancé le processus de militarisation de l'avion. Les Japonais avaient subodoré, avaient senti le potentiel incroyable de l'avion pour la reconnaissance maritime longue distance. Sauf que la guerre a empêché... Donc, les Japonais ont failli avoir leur proto, hein. La guerre a empêché le transit du proto, mais avec peut-être un an de plus de paix, les Japonais auraient reçu leur Focke-Wulf 200, de reconnaissance maritime, hein. Les premières versions C1, elles étaient pour le Japon, hein. Et à cause de la guerre, ça s'est pas fait. Et les Allemands se sont retrouvés avec cet avion, mais on en fait quoi? Göring était là, c'est à moi! C'est un avion, ça vole, c'est à moi! Et au final, ça va se retrouver dans la Kampfgeschwader 40, où ça va briller en travaillant en tandem avec les U-boats. Donc ouais, l'avion, il y a eu un lourd processus de militarisation de l'avion, qui a posé quelques problèmes en termes de structurellement, de poids et tout ça. Mais ouais, un très très bel avion, le Condor. Ils en ont fait près de 280, ce qui est, pour un quadrimoteur, pour les Allemands, c'est beaucoup. Je me demande... Ils ont fait combien de Heinkel 177? Attendez, eux... 177. Ils en ont fait... 277... de Greif. Combien ils ont fait de Greif? Combien ils ont fait de Greif Attendez... Non mais je m'en fous de War Thunder War Thunder... Ah, ils en ont fait 1000, ok, d'accord. C'est pas le quadrimoteur le plus construit. Ouais, ils ont fait plus de 1000 Greif, ok. Donc ouais, un bel avion, hein, pour ceux qui connaissaient pas. Voilà le magnifique Condor. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, j'ai un pote qui arrive et on va boire des canons, voilà. Demain, pardon, je ferai du Star Trucker et en soirée, on ira jouer avec le Gondor. Jeudi, j'ai un fille qui sera là dans l'après-midi et on se fera un 1v1 sur Gladius, il veut à tout prix sa revanche. Il veut que je l'humilie encore en public, il apprendra jamais. Et en soirée, on fera du Age of Empires 2, peut-être quelques Castle Blood et des games normales. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée.